Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats, plusieurs questions ce soir. L'Iran est-il plus puissant que jamais? La République islamique est toujours debout, 69 jours après le début de la vaste attaque israélo-américaine. Qu'en est-il militairement, politiquement? Le pouvoir s'est-il encore plus durci? Et quelles conséquences nous le verrons pour la population iranienne? Avec nous pour en parler, Armin Arefi, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire français Le Point, ancien correspondant à Téhéran. Avec nous également Azadeh Kian, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue également. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie et vous suivez effectivement ce dossier iranien depuis de nombreuses années. On commence avec vous. Pourquoi l'assassinat, les États-Unis parlent d'assassinat, de liquidation des dirigeants iraniens, à commencer par celui du guide suprême. Pourquoi tout cela n'a pas fait tomber le régime iranien? Parce que c'est un régime institutionnalisé, même si les personnalités sont importantes, mais c'est surtout la fonction qui est très importante. D'une part, d'autre part, même le guide avait prévu quelqu'un et lui a M. Ali Larijani, qui à son tour a été assassiné par la suite par Israël, mais le guide lui avait donné ses prérogatives afin qu'il puisse aussi décider de la stratégie du pays, même avant, bien sûr, le début de la guerre. Donc l'Iran a tout préparé en fait depuis des années. Ils ont tout préparé depuis des années. Pour chaque poste important, il y avait au moins 3 voire 4 substituts, ce qui fait que le régime qui a été décapité a pu tenir et a continué à se battre contre les Américains et les Israéliens. Alors, Armin Arefi, la République islamique s'est-elle renforcée, oui ou non? Non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle s'est renforcée, dans le sens où, quand même, comme vous venez de le dire, le commandement politique et le commandement militaire du pays ont été tués, même s'ils ont été remplacés, parce que des milliers de frappes ont quand même visé les installations militaires iraniennes, les installations nucléaires à nouveau, même s'ils ont fait également des victimes et un grand nombre de victimes civiles. Mais le régime est toujours en place. Il est toujours en place et il peut aujourd'hui se targuer, lui qui est né sur son opposition aux États-Unis et à Israël, il peut se targuer d'avoir résisté à l'armée la plus puissante de la région, donc l'armée israélienne, et à l'armée la plus puissante du monde. Qui n'ont pas obtenu leurs objectifs, parce que vous disiez l'Iran a pris des coups, mais faire tomber le régime, non. Démanteler le programme balistique et nucléaire, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Alors, le programme nucléaire, qui était le premier objectif brandi par les Américains et les Israéliens, avait déjà été retardé de plusieurs mois, voire années, à l'issue de la précédente guerre, la guerre de 12 jours de juin 2025, menée d'abord par Israël, ensuite achevée par les Américains. Aujourd'hui, il reste surtout un stock d'uranium hautement enrichi à 60%, qui est de 441 kg et qui se trouverait toujours sous les décombres du centre de recherche d'Ispahan. Pour ce qui est du programme balistique iranien, l'Iran a tiré plusieurs milliers de missiles, mais on avait encore qui visaient quotidiennement Israël et les pays du Golfe. En revanche, dernier objectif, notamment mis en avant par Israël, c'est de renverser le régime. Et là, force est de constater que c'est un échec. Le régime est encore, je ne dirais pas qu'il est plus puissant que jamais, mais qu'il est plus radical que jamais, étant donné que tous les remplaçants des personnes qui ont été éliminées, assassinées, sont aujourd'hui encore plus ultra-conservatrices n'étaient leurs prédécesseurs. Ouais. Et dernière chose, la population iranienne que Benyamin Netanyahou et Donald Trump avaient appelé de leur vœu à sortir dans la rue est restée terrée chez elle, pris entre le marteau des bombardements et l'enclume des mollahs. Et d'ailleurs, les mollahs, vous dites que c'est plus désormais le régime des gardiens que le régime des mollahs. Ça veut dire quoi? Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un régime aujourd'hui totalement militarisé. D'ailleurs, c'est intéressant, le terme islam n'est même plus prononcé par les tenants du régime. Il n'y a que le nationalisme, l'Iran, etc., qui sont prononcés pour aussi attirer la population vers eux. D'une part, d'autre part, effectivement, même si les gardiens de la révolution avaient beaucoup de pouvoir avant la guerre et avant l'assassinat de Khamenei, mais après son assassinat, ils sont devenus vraiment des hommes forts du régime. On sait que même le fils de Khamenei, Mojtaba, qui a remplacé son père, a été élu sous la pression énorme des gardiens de la révolution parce qu'il leur est très proche, d'une part, et d'autre part, ça n'est plus le guide qui décide et détermine, ce sont les gardiens qui déterminent. Puis le guide, si vous regardez les déclarations, d'ailleurs on ne le voit pas, on ne sait même pas s'il a envie, bon, on dit qu'il est très blessé, etc. Mais en même temps, quand on lit ces déclarations, à mon avis, c'est les mêmes que les déclarations des gardiens de la révolution. En tout cas, c'est un régime de plus en plus militarisé et de plus en plus d'ailleurs répressif. Il ne faut pas oublier que
La guerre a commencé en février, mais avant ça, il y a eu des grandes manifestations de juin 2026, lors desquelles plusieurs milliers de personnes, on ne connaît pas encore le nombre exact, qui ont été tuées. Janvier 2026. Janvier 2026. Et il y a 50 000 personnes qui avaient été arrêtées et qui sont en train d'être exécutés tous les jours ou presque. Alors l'Iran est-il plus puissant aujourd'hui? En tous les cas, au niveau diplomatique et au niveau des négociations, on voit que c'est plutôt l'Iran qui donne le là. Par exemple, l'opération d'escorte a duré quoi, les 24-48 heures, et Donald Trump a rebroussé chemin. Je vous propose d'écouter Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, pas plus tard qu'hier lors de sa visite en Chine. Nos amis chinois estiment également que l'Iran d'après-guerre est différent de l'Iran d'avant-guerre, qu'il a acquis un statut international plus élevé, qu'il a prouvé ses capacités et sa force. Par conséquent, une nouvelle phase de coopération s'ouvre entre l'Iran et les autres pays. Alors l'Iran, plus que jamais, puissance régionale, ça vous dit oui? Je dirais que l'Iran a une carte qu'il n'avait pas avant le début de la guerre. C'était une menace qui était proférée de longue date par les mollahs iraniens. La perturbation, voire le contrôle du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% des exportations. En fait, c'est ça la véritable bombe atomique de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Effectivement, les Iraniens avaient menacé de se saisir, en tout cas de contrôler, de perturber le trafic maritime dans ce détroit. Ils sont passés de la parole au geste avec des moyens quand même assez minimes. C'est-à-dire qu'il a suffi d'un communiqué des gardiens de la Révolution et de plusieurs frappes ciblant des navires marchands pour faire considérablement monter le coût des assurances et bloquer de facto ce détroit vital pour l'économie mondiale. Maintenant, il ne faut pas oublier de l'autre côté que les Américains ont mis du temps à réagir. D'ailleurs, Donald Trump, qui, au passage, avait été averti de cette éventualité par les plus grands conseiller de l'Iran que constituait son administration, ainsi que le Pentagone et le département d'État, sauf qu'il n'a pas voulu écouter. Il croyait en l'hypothèse d'une guerre éclair de 3 jours qui avait été présentée par Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, les Américains ont quand même lancé un contre-blocus qui quand même, d'une certaine manière, bloque les ports iraniens et toute provision des ports iraniens ou exportation iranienne de pétrole. Il fait pression de fait sur l'économie iranienne. La question étant de savoir aujourd'hui qui de l'économie iranienne ou de l'économie mondiale va céder en premier. Mais pour répondre à votre question, oui, l'Iran possède cette nouvelle carte, elle en possède d'autres, donc le stock d'uranium hautement enrichi, et donc c'est l'objet actuellement des négociations. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que la capitulation souhaitée par Donald Trump avant même le début de la guerre, aujourd'hui, il n'y arrive pas, et que les Iraniens ne seront prêts à abandonner, en tout cas, leur ligne rouge, l'enrichissement d'uranium et un certain statut sur le détroit d'Ormuz sous aucun prétexte. Donc, de cette manière, oui, d'une certaine manière, l'Iran est en position plus favorable à la République islamique qu'elle ne l'était au début du conflit, même si, il faut également le rappeler, le régime est quand même affaibli, mais sans troupes au sol, sans des dizaines de milliers de troupes au sol, il est de toute façon hypothétique, voire illusoire de penser que le régime s'effondrerait. Au point que finalement, c'est lui, je le disais, qui donne le là. C'est-à-dire, par exemple, on évoque dans la proposition iranienne la levée des sanctions, mais des sanctions en vigueur depuis des dizaines d'années. Ah, tout à fait. Des sanctions à la fois internationales et surtout américaines, avec des effets extraterritoriaux. C'est en 2018, lorsque Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire de 2015, il a imposé donc des sanctions avec des effets extraterritoriaux à l'Iran, ce qui a fait que, par exemple, des compagnies françaises ou européennes aussi qui sont allées en Iran ou qui souhaitaient y aller pour investir, eh bien, n'ont pas pu le faire. Et il y a aussi, bien sûr, des sanctions contre le système bancaire iranien. Donc, il y a toute une série de sanctions. Il y a aussi les avoirs iraniens qui sont bloqués par les États-Unis. C'est colossal. Colossal. On parle de 100 milliards de dollars qui seraient bloqués par les Américains et qui sont objets à l'heure actuelle des négociations. Mais je dirais quand même que les Iraniens, visiblement, avaient, avant le début des attaques américano-israéliennes, accepté de diluer cet uranium enrichi
en Iran même, avec bien sûr sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'avait pas accepté de l'envoyer aux États-Unis. Or, Trump disait non, je voudrais les avoir moi aux États-Unis. Il a dit non. Donc l'Iran a joué le jeu. Ils ont dit trouvez-les d'abord parce qu'ils sont enfuis sur des tonnes de gravats et parce qu'ils ont été bombardés en juin, comme ça a été dit. Et sinon, on va les diluer. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait suite à un accord avec la Troïka européenne. Il y a déjà plusieurs de 2 décennies de ça. Il y a ça. D'un autre côté, les Iraniens auraient proposé à Trump, aux Américains, en fait, la suspension de l'enrichissement de l'uranium en Iran pendant 15 ans. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas le faire à l'heure actuelle, tout en se gardant le droit à l'enrichissement de l'uranium, le droit qui leur est accordé par le traité de non-prolifération nucléaire. Oui. Alors, j'aimerais aussi, peut-être avec vous d'abord, 3 visages, Mohamed Khalibaf, Mohamed Bagher Zolgadr et puis Ahmad Vahidi. Donald Trump dit on a tué, les États-Unis, tous les dirigeants. Vous dites qu'il y a 3 personnalités, notamment celle-ci, qui comptent. Peut-être un mot de chacune d'entre elles. Oui. Alors, M. Khalibaf, il est actuellement le président du Parlement. Il était un post-aran, enfin un gardien de la Révolution pendant la guerre Iran-Irak. Ouais. Il a aussi beaucoup contribué à la libération de Khorramshahr, qui avait été occupé par l'armée irakienne à l'époque. Et puis, il a été chef de police de Téhéran avant d'être maire de Téhéran et avant de devenir le président du Parlement. Vous dites qu'il est important non pas en tant que président du Parlement, mais parce qu'il est une personnalité politique qui a des relations avec les gardiens de la Révolution et les forces de police qu'il a dirigées par le passé. Je viens de dire, absolument. Voilà. Monsieur Vahidi dirigeait le redoutable renseignement des gardiens de la Révolution avant tout. C'est un dur du régime qui est à l'heure actuelle à la tête des gardiens de la Révolution. Et M. Zolgadr, lui aussi, c'est un gardien de la Révolution, mais qui a pris un autre chemin. Il a servi plutôt dans le judiciaire. Mais ceux qui servent dans le judiciaire sont aussi des durs. Et le dernier pour vous, Ahmed Vahidi, Armin Arifi, chef des redoutables services de renseignement, c'est ça ? Ahmad Vahidi, non, il est le chef aujourd'hui des gardiens de la Révolution. Mais auparavant, il était, comme je viens de dire, auparavant, il dirigeait les gardiens. C'est ça. Mais donc, pour répondre à votre question, on est face, contrairement à ce que dit Donald Trump, au même régime, mais avec un régime militarisé, comme vient de le dire Azadekian, avec les gardiens de la Révolution qui ont une dernière façade religieuse en la personne donc de Mojtaba Khamenei, qui d'ailleurs n'a même pas les crédits d'ayatollah, mais dont on ne sait pas exactement quel est son état de santé, mais un régime beaucoup toujours plus pas dur. Vu en public. D'ailleurs, pardon, Armin Arifi, d'ailleurs, les 3 qu'on vient de citer et le nouveau guide suprême, ils ont une vie, ils vivent cachés. C'est le cas de M. Vahidi, M. Zolgadr, c'est moins le cas de M. Khalibaf qui a quand même voyagé au Pakistan, à Islamabad, qui était à la tête de la délégation. Il y a quand même un oublié dans tout ce qu'on dit, c'est la population iranienne. Il ne faut pas oublier que cette crise a commencé au lendemain des massacres qui ont été perpétrés par le régime de 7 000 morts à 30 000 morts selon les sources et l'aide qui avait été promise par Donald Trump en faveur du peuple iranien pour venir le libérer. Cette aide n'est jamais venue, au contraire c'est une guerre qui a été menée, une guerre qui a été visiblement mal préparée, avec aujourd'hui une république islamique certes affaiblie, mais dans une position plus favorable qu'elle ne l'était, en tout cas dans ses négociations avec les États-Unis, qu'au début de la guerre. Et les résultats, ce sont les partisans du régime qui prennent la rue. Ce sont les partisans du régime qui sont tous les soirs encouragés par le régime à manifester, et c'est la population iranienne qui en paye le prix en raison d'une inflation de 70% aujourd'hui et donc qui a explosé, et en raison d'une répression qui s'exerce chaque jour depuis le 15 mars dernier. Pas moins de 24 personnes ont été exécutées en Iran, dont 14 manifestants de janvier et 10 membres de l'organisation d'opposition des Moudjahidines du peuple iranien. Ce que je veux dire par là, c'est que 24 exécutions, et il y a encore des risques, vu qu'il y a eu 4000 arrestations depuis le début de la guerre, d'autres exécutions. Ce que je veux dire par là, ce sera mon dernier mot, c'est que en fait, ceux qui pensaient qu'on pouvait qu'on allait libérer la population iranienne se sont fourvoyés, d'autant plus qu'il y a 2 facteurs qui étaient évoqués, qui ne sont pas rentrés en compte, à savoir l'envoi de troupes kurdes auxquelles s'est finalement opposé, qui étaient basées en Irak, auxquelles s'est opposé Donald Trump, d'ailleurs sous la pression du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et les dirigeants kurdes irakiens n'en voulaient pas. Et dernière chose, la population iranienne qui était davantage occupée à éviter les bombes, pas moins quand même de 1600 civils iraniens ont été tués dans les bombardements. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que des contacts que je peux avoir avec la population, déjà, elle est satisfaite que la guerre soit terminée. Certains ont une certaine gueule de bois parce qu'ils pensaient
pensait que le régime tomberait, or il n'est pas tombé. Aujourd'hui, le seul espoir, c'est la potentielle levée d'une partie des sanctions internationales qui permettrait d'alléger la souffrance des populations iraniennes qui sont sous le coup encore des sanctions et d'une inflation record. Ouais. Vous Effectivement, oui, tout à fait. Moi aussi, avec tout ce que je peux voir de l'Iran et d'entendre des Iraniens, ça va dans le même sens. Et il ne faut pas oublier aussi que 2 à 3 millions d'Iraniens qui ont perdu leur logement ont été déplacés. Il y a des destructions massives des immeubles à la fois résidentiels et aussi commerciaux. Il y a énormément de choses à reconstruire. Et donc, pour ça, l'Iran a besoin effectivement d'investissement et a besoin aussi la levée des sanctions. Mais ces destructions, elles ont amené des citoyens qui sont hostiles à ce pouvoir à aller vers eux, en tout cas par patriotisme. Pas aller vers eux, non, pas nécessairement. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, ils sont restés chez eux en attendant. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont reçu aussi des bombes sur leur tête ou qui ont perdu leur logement. Mais en fait, ils ont soutenu et ils ont défendu leur propre pays. Il ne faut pas oublier quand même que les Iraniens, y compris d'ailleurs les minorités ethniques, vous avez parlé des Kurdes. Il y a une unité. Il y a une unité. Les Kurdes iraniens ont dit nous ne sommes pas et nous ne deviendrons jamais des proxys d'Israël ni des États-Unis. Ce qui montre que voilà, ils veulent un Iran démocratique, mais avec les autres peuples d'Iran et donc pas à travers la guerre et le bombardement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le patriotisme des Iraniens qui habitent sur ce territoire, c'est pas un soutien pour le régime, c'est un soutien pour leur propre pays. Merci beaucoup Azadeh Kian d'avoir été notre invité. Merci également Armin Arefi et à tous les deux pour vos éclairages très riches d'enseignements ce soir sur TV5 Monde.